Et on est live aujourd'hui avec Sébastien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'organiser ce webinaire SEO aujourd'hui avec Seb euh, sur un sujet qui est vraiment particulièrement important, qui sont donc les 10 erreurs fatales que font la majorité. On a mis 100% ici parce que c'est quand même très très proche des 100% des Ouais. débutants en SEO. Avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est de vous noter d'une échelle de 0 à 10 sur votre niveau de connaissance, de maîtrise du SEO, ce qui nous permettra avec Seb de pouvoir adapter un peu la présentation éventuellement. Et puis Seb, je te laisse te présenter sur la petite minute où on va attendre un peu les dernières personnes qui vont nous rejoindre. Ouais, beh, avec grand plaisir. Bonjour à toutes, et à tous, bienvenue dans le webinaire. Donc je me présente, assez rapidement. Voilà, donc je suis formateur SEO, chez OneMyDem maintenant depuis plus d'1 an. Et puis, j'ai aussi, forcément une casquette de consultant SEO maintenant depuis plusieurs années, où j'accompagne des boîtes, plutôt des TPE, PME, voilà, petites et moyennes entreprises, à être, visibles dans les premiers résultats de Google, voire le premier, parce que c'est quand même l'objectif, hein. C'est Normalement. l'objectif, effectivement. Après, c'est plus ou moins difficile selon les requêtes, selon la C'est concurrence, ça, mais ça reste l'objectif. ouais, Super, bah tout à merci, fait. merci Seb pour l'intro. Et pour ma part, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Victor, je suis le cofondateur de WebMyDay et également le référent du programme de la formation SEO chez nous. Euh, et donc, ben, ravi d'organiser ce webinar avec Sébastien. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager notre savoir comme ça sur des formats d'une heure, même si on pourrait en parler pendant 2 ou 3 heures. C'est ce qu'on disait encore en introduction avec Seb. Donc, il va falloir être efficace et pas trop bavard. Mais voilà, on a accepté le challenge pour vous parler pendant 1 heure ce matin de toutes les erreurs à ne pas faire si vous voulez si vous voulez avoir un site web qui fonctionne correctement. Et on a déjà quelques réponses, Seb, par rapport à la question du coup qu'on a posée sur les niveaux ressentis du coup en connaissance SEO. Donc ça va de 0 à 8 hein, si j'ai bien vu. Donc 8 étant un élève de chez WebMyDeck qui avait en plus déjà des connaissances, si je ne dis pas de bêtises à l'époque où il nous a rejoint, Pierre Gaillard. Salut Pierre. Et puis d'autres, donc en moyenne entre 4 et 6, on va dire à peu près. Ça te donne un peu une idée Donc dans la moyenne, pour quoi. adapter un peu. Voilà, c'est ça. Voilà, 50%. Super. Ben, en tout cas, merci à toutes, merci à tous d'être présents encore aujourd'hui. Et puis, ben, ce que je vous propose, ben, c'est qu'on démarre parce qu'il est 12h03. Voilà. Donc, on est encore dans les clous. Donc, ben, Seb, je te laisse démarrer. Juste avant de se lancer, donc vous l'avez vu, vous pouvez poser vos questions, partager un peu des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous regardez ce webinaire, si c'est sur YouTube, sur LinkedIn ou sur autre. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter tout au long de la présentation. S'il y a des questions qui sont un peu bloquantes, qui sont pertinentes, on n'hésitera pas à les prendre pendant la présentation. Et puis sinon, il y aura évidemment, ne vous inquiétez pas, un petit temps de questions-réponses, comme toujours, sur la fin du webinaire. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et ben, Seb, je te laisse la parole. Et puis, j'hésiterai pas à t'arrêter si jamais je vois qu'il y a quelque chose de pertinent à mettre en avant. OK, merci Victor. Et ben, on y va, direct. Voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter donc les 10 erreurs, fatales pour le SEO. On va faire une introduction rapide au SEO, mais comme on voit que à peu près tout le monde a la moyenne, bon, je pense que les bases sont à peu près connues. Donc on va quand même y revenir pour que tout le monde ait quand même un socle commun pour ce webinaire. Voilà, et puis, bah, forcément, on y aura une question-réponse, comme tu l'évoquais, Victor, à l'instant, à la fin du webinaire. Alors, très rapidement, qu'est-ce que le SEO? Alors là, je vais forcément être très, très, très léger parce il faut une formation et encore, il en faut parfois plusieurs et beaucoup d'expérience pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais être très léger sur le sujet. Mais le SEO, ce qu'il faut retenir, c'est 3 piliers: la technique
de votre site web, voilà, en résumé, très gros résumé, est-ce que le site est assez rapide et qu'il tourne bien? La partie on-site, contenu, tout ce que va contenir votre site web, voilà, le poids des images, voilà, le balisage, il y a plein de choses qui peut être aussi compris technique, tout le contenu que vous allez écrire, sur votre site internet et puis, bah, la popularité. Est-ce que votre site, est populaire ou pas? Ça se mesure principalement par le nombre de liens externes d'autres sites qui vont pointer vers votre site. Voilà, donc plus il est connu, forcément, plus il peut être poussé dans les résultats de Google. Voilà. Alors j'ai fait un résumé en moins d'une minute, voilà, et ça prend C'est pas plusieurs mal. jours de formation. C'est pas mal, effectivement, des centaines et des centaines de critères, mais ici, on vous les a résumés en 3 piliers, hein. C'est généralement comme ça qu'on résume, le SEO, pour démarrer, en tout cas, pour avoir un peu les idées claires, effectivement. Merci Seb pour la petite intro. Alors pourquoi c'est essentiel le SEO? Parce que quand on a un site web, l'idée c'est quand même qu'il soit visible. C'est quand même voilà, donc vous avez des sites web qui sont, qu'on appelle des sites vitrines. Vous avez, des sites un site qui est juste pour là pour, parce que vous l'avez sur votre carte de visite, ou ailleurs et qui est juste là pour accueillir entre guillemets «les personnes qui connaissent votre site». Mais ce qui serait quand même génial, si c'est pas déjà le cas, si vous avez votre propre site ou les sites de vos clients, c'est que le site puisse apparaître dans les résultats de Google sur des prospects, des personnes qui ne vous recherchent pas forcément vous, mais qui ont eu des problématiques et des problématiques à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc ça, ce serait top d'avoir des prospects qui arrivent comme ça ou des visiteurs, qui arrivent sur votre site. Voilà, donc ça peut attirer du trafic qualifié et régulier, parce qu'une fois que vous commencez à avoir du trafic en plus via le SEO, c'est quelque chose qui vous permet d'en avoir régulièrement et c'est d'une façon assez pérenne. C'est potentiellement gratuit. On a mis potentiellement en gros, en gras et en majuscule parce que c'est gratuit si c'est vous qui le faites, mais il y a un investissement, au moins en temps si c'est vous qui le faites. Donc, après, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Voilà et puis, bah, si vous passez par un expert, si c'est pas votre expertise aujourd'hui, bah, forcément que ça va aussi, voilà, coûter de l'argent. Donc c'est un investissement, ça c'est certain, en temps si c'est vous, en argent si vous le déléguez. Voilà et puis, bah, comme je le disais, c'est une stratégie à long terme parce qu'une fois que vous avez construit cette stratégie-là qui met un peu plus de temps qu'une stratégie ads, parce que c'est du one shot, l'ads, des publicités sur Google. Voilà, là, une fois que vous commencez à construire un certain socle de base sur, votre stratégie SEO et bah, ça met le temps, enfin, vous allez l'avoir pendant un certain temps. Voilà, donc c'est Je reviens juste essentiel. sur le gratuit, effectivement, comme l'a dit Seb. On dit potentiellement parce qu'on n'aime pas dire chez nous que le SEO est un canal 100 gratuit parce que c'est totalement faux. Il y a pas de canal gratuit, enfin si, le bouche à oreille, mais pareil, on pourrait dire que c'est du temps C'est et du votre temps. temps, Mmh. c'est de l'argent. Si vous êtes freelance, vous le savez. Mais on dit aussi, potentiellement parce que les outils aussi, sont particulièrement Oui, onéreux. tu as raison. On pense à tous les all-in-one, hein, les SEMrush, Ubersuggest, et cetera. Même si les prix sont divers et variés et que la fourchette est assez large, ça reste quand même, assez coûteux. Donc, quand on démarre, ça peut être un frein. Mais bon, on peut tout à fait démarrer, en tout cas, en faisant du SEO, presque gratuitement, hein. On est tous passés par là, hein, Seb, Mmh. effectivement, avec une stack, d'outils, freemium, des périodes d'essai renouvelées, par-ci par-là. Ça se fait, pour démarrer. Après, faut passer le cap. Mais Ouais, effectivement, c'est ça. potentiellement Bah, après gratuit. c'est bah, si on veut être plus efficace et plus rapide, à un moment donné, de toute façon, oui, il faut passer au step d'après, quoi, hein. Super, yes. Allez, on rentre dans le vif du sujet et on va vous présenter ces 10 erreurs fatales là que font, 100 des débutants en SEO. La première, c'est de pas avoir de stratégie. Alors comme dit comme ça, on peut se dire: «Bah, oui, c'est logique». Logique, mais pas si logique que ça, parce que parfois on part, sur une stratégie, très très ciblée en disant: «Je vais travailler mes mots-clés», mais sans avoir de stratégie globale. Donc s'il y a pas un plan qui est général, bah, ça peut, vous allez peut-être, mettre un pan de côté et ne pas tout voir. Voilà, donc partir à l'aveugle sans plan d'attaque, c'est les erreurs que je vois très, très, très régulièrement auprès de clients ou de personnes ou même d'apprenants avec qui, que j'accompagne, voilà, régulièrement et en plus, alors c'est ce qu'on dit généralement dans la formation One My Day,
c'est que quand on fait l'audit, on fait un audit et on va, jusqu'au bout de l'audit et on commence pas à modifier des choses en plein milieu parce que sinon vous allez revenir sur des pages que vous avez des images qui sont trop lourdes et après vous allez revenir parce qu'il y a le balisage et tout ça, ça perd du temps et en plus la stratégie va évoluer au fur et à mesure de l'audit. Voilà. Donc c'est du temps, des ressources gaspillées, sur des contenus que vous allez modifier et remodifier derrière, qui vont pas être performants au niveau du trafic. Et donc, si en plus vous n'avez pas d'objectif clair et net sur ce que vous souhaitez atteindre, et ben forcément que, voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Donc une bonne stratégie commence toujours par savoir où vous voulez aller. C'est quoi l'expertise du site? Si c'est le vôtre, c'est quoi votre expertise? Les prospects que vous, souhaitez, toucher, donc on parle de persona en marketing, mais voilà, mais tout ça en fait, c'est indispensable pour savoir où on va. Sinon, on va viser un mot-clé, puis 2 mois après, on va vouloir viser un autre mot-clé et la stratégie va être complètement bancale parce qu'on ne l'aura pas réfléchi de façon globale. Ouais, c'est super important cette première erreur effectivement comme le disait Seb, ça peut paraître un peu bateau, mais le SEO a quelque chose qui lui colle un peu à la peau, c'est, de le définir comme un ensemble de hacks, un ensemble d'astuces, que certaines personnes ont trouvées et puis, mis bout à bout, derrière ça donne des résultats et alors je dis pas que quelques astuces bien utilisées, ne donnent pas, de résultats à court terme, mais on peut pas définir le SEO, à ça. Le SEO, c'est vraiment une strate de base. C'est vraiment une strate du marketing digital. C'est vraiment un pilier à l'intérieur du marketing digital et si on part, effectivement, à l'aveugle comme dit Seb, avec, juste voilà quelques optimisations en tête, et quelques astuces, on va de toute façon, arriver, à un plafond de verre très, très rapide, et derrière, va pas y avoir, les résultats escomptés. Donc vraiment partir avec une stratégie de base, un objectif clair, voire plusieurs objectifs, avec des pages piliers et cetera. Il y a tout un travail, qui va se faire autour de ce SEO. Surtout si vous suivez, des personnes sur LinkedIn et compagnie où, à chaque fois vous avez, la baguette magique qui vous permet d'atteindre. C'est toujours qu'une part, un petit bout vu par, pour une spécificité, pour un cas spécial. Donc en fait, il y a pas de baguette magique, hein, mais comme dans tous les métiers de toute façon, l'idée c'est d'avoir une vision, très globale pour, avoir une stratégie très claire, quoi. Donc comment éviter de tomber dans ce premier piège? Et bah, ayez des objectifs clairs déjà, quelle est votre activité, votre niche, quels sont les prospects que vous souhaitez, viser et donc derrière, ça va vous faire découler des mots-clés et d'où une formation poussée en SEO qui peut vous aider, voilà, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut vraiment que vous ayez ça en tête dès le début, quoi et il faut étudier donc des mots-clés pertinents et dans les mots-clés pertinents, il peut y avoir aussi des mots-clés de longue traîne. Donc pour rappel, de courtes traînes, c'est des mots-clés qui sont très, très courts, hein, 1 mot, 2 mots et les longues traînes, ça va être des questions qui vont être beaucoup plus, des mots-clés qui vont être beaucoup plus complets, et c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau de l'IA. Alors c'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va pas le développer, mais, l'IA qui est dans une recherche plus conversationnelle, donc avec des requêtes qui sont beaucoup plus longues. Voilà et n'oubliez pas les volumes à zéro, notamment si vous êtes sur des niches, qui sont émergentes. Enfin les 1 personnes qui ont tapé, qui ont créé des sites sur le CBD alors que ça n'explosait pas comme ça a explosé aujourd'hui, il y avait pas de volume, hein. Donc s'ils attendaient qu'il y ait du volume pour le créer, il y aurait jamais eu de site sur le sujet. Donc, oubliez pas que vous et puis si vous avez des clients, vous avez aussi des questions qui vous remontent. Donc, parfois, il y a des questions qui remontent par les clients et qui ne sont pas encore dans les outils. Il y a un effet de latence sur les outils. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des volumes à zéro qui peuvent être très pertinents de travailler au niveau des mots-clés. Voilà et puis dernier conseil, c'est de prioriser les mots-clés business. En SEO, vous pouvez faire du trafic avec tout et n'importe quoi, avec plein de questions. Alors je vais être, direct, mais plein de questions à la con. N'importe qui peut vous faire du trafic, sur votre site. Bon, par contre, si ça n'a rien à voir avec votre business, ça vous apportera rien du tout, quoi. Donc mots-clés business avec des intentions de recherche, hein, très claires. Voilà, si je recherche, des mots-clés, très business, forcément que derrière, vous allez avoir un taux de conversion qui va être plus élevé que si vous êtes sur, un tuto, pour, comment nettoyer ses fenêtres, alors que vous êtes spécialisé dans les bijoux, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc prenez des mots-clés business bien identifiés. Deuxième erreur, ignorer l'intention de recherche. J'en ai parlé très, très succinctement là à l'instant, mais ça, c'est le centre, le pilier, le cœur, enfin, je pourrais utiliser tous les synonymes que vous voulez, du SEO. Voilà. Il faut que vous compreniez ce qui se cache derrière vos mots-clés.
Donc il faut que vous proposiez un contenu qui, corresponde alors, là je vais reprendre dans l'erreur, hein, mais si vous proposez un contenu qui ne correspond pas à ce que l'utilisateur cherche, vous allez taper à côté. Derrière une intention de recherche, vous avez quelque chose de très précis. Vous savez ce que il faut tenter d'identifier ce que recherche la personne qui tape la requête dans Google. Si je cherche, niche pour chien, j'en parlais avec une apprenante ce matin, si niche pour chien, on se doute que la personne qui recherche ça va vouloir acheter une niche pour chien, grosso modo, qu'on est plus sur quelque chose de business. Alors que si c'est comment entretenir une niche pour chien, on va plus attendre quelque chose qui va être informationnel. Donc un article de blog, comment entretenir sa niche pour chien, voilà, les outils, l'eau, le savon, enfin voilà. Bon, je ne sais pas si c'est un bon exemple parce que j'ai même pas de chien, mais qu'importe. Mais voilà, mais enfin, il faut bien identifier ce qui se cache derrière, quoi. Voilà. En plus, derrière, c'est que ça va vous faire un taux de rebond élevé. C'est-à-dire que si la personne tape le mot-clé, arrive sur votre page, pour peu que vous soyez sur les premiers résultats, hein, ce qui est déjà pas sûr, et qu'en plus, ça ne lui correspond pas, elle repart. Alors là, signal hyper négatif pour Google, taux de rebond élevé, la personne arrive et repart. Voilà. Alors il y a encore pire, ça s'appelle le pogo sticking. Ça veut dire que il va arriver sur la page, il va repartir sur les résultats de Google et il va aller cliquer ailleurs. Bon, ça, Google, il déteste ça. C'est un signal qui est très, très mauvais de son côté et donc il risque de vous déclasser. Pour peu que vous soyez bien classé initialement, hein. Donc il faut absolument que vous compreniez pourquoi les gens tapent une requête donnée et ce qui se cache derrière. Ça, c'est hyper important. Comment on évite ça? Eh ben, on regarde ce qui se passe déjà chez Google. Alors, quand on parle de Google, des fois on est un peu direct, hein, mais c'est pas Google qui est maître, hein, Google, réalise très bien ce qui se cache derrière les intentions de recherche. Donc voilà, donc quand on parle de Google, c'est quel est l'humain, comment il réagit, hein. Donc, on fait un raccourci, mais c'est bien ça qu'on a derrière la tête. Donc quand on regarde ce qui se passe déjà sur les premiers résultats de Google, on va comprendre déjà ce que recherchent les personnes, quoi. Si vous avez que des articles de blog sur les 10 premiers résultats, c'est quelque chose qui est très informationnel, c'est plutôt quelque chose qui va être dans l'information, donc vous allez plutôt réaliser un article de blog. Si vous avez que des pages catégories, ce sont des pages catégories qu'il faut faire. Et cerise sur le gâteau, si vous avez un peu des 2, eh ben, ça veut dire que vous avez une recherche qui est plutôt mixte, avec plutôt une page catégorie, mais il va falloir mettre un peu d'informations. Voilà, je prends une page catégorie bijoux pour être un peu plus clair. Bah, peut-être qu'il va falloir mettre une petite partie informationnelle sur comment entretenir ces bijoux en or, voilà, ou comment les conserver, et cetera, quoi. Donc regardez ce qui se positionne bien, voilà, et ça vous donne déjà des idées de ce qui est recherché par les visiteurs, quoi. Et Google vous donne plein d'infos. Donc vous avez les suggestions Google, quand vous tapez un mot-clé, il vous le complète automatiquement, donc ça vous donne déjà des infos. Vous avez les PA, personnes, ESO, ALSC, c'est les questions qui apparaissent, généralement au milieu de la page, et donc là, en plus, quand vous en ouvrez une, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent derrière, donc ça vous donne plein d'idées de ce qui est recherché, globalement par les personnes. Vous avez les recherches associées qui sont tout en bas de, votre recherche Google avec plein de mots complémentaires qui vous donnent aussi des idées, et vous avez Google Trends, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à y aller. Vous avez les tendances, de certains mots-clés ou certains domaines, et donc qui vous permettent de voir aussi comment ça évolue, depuis, dans les derniers mois, les dernières années, quoi. Donc le conseil, c'est d'adapter votre format et le contenu de la page à l'intention dominante, voilà, du sujet en étudiant ce qui se passe déjà chez Google. Carrément, carrément. Tu parlais, tout à l'heure, juste pour conclure sur les intentions de recherche, tu parlais tout à l'heure d'articles de blog, de pages catégories. Là, on vous a fait ça évidemment, de façon, assez simple, hein, pour pas rentrer trop dans le détail. Mais il faut savoir que les intentions de recherche, on peut aller très, très loin dessus, hein. On peut parler de micro-intentions, Tout à fait. de micro-formats. Il peut y avoir tout type on peut vraiment être très, très pointilleux sur le type de format qu'on va proposer pour être toujours, comme le disait Seb, au plus proche de ce qui est recherché par l'internaute. Plus on est proche, de ce qui est recherché, plus Google, va considérer que c'est un article ou une page business, qui est pertinente, et dans ce cas-là, on va bien ranker. C'est vraiment toujours ça qu'il faut avoir en tête, en fait, quand vous êtes en train de bâtir votre stratégie. Qu'est-ce qui est recherché, par l'internaute? Qu'est-ce qui va lui plaire? Et de facto, du coup, qu'est-ce qui va plaire à Google? C'est vraiment ça l'objectif.
Oui et pour rebondir sur ce que tu dis là, Victor, ça va les micro-intentions de recherche, ça va aussi, jusqu'à le contenu enrichi que vous allez pouvoir Ouais, proposer. Si vous proposez, si le mot-clé c'est prix, je sais pas moi, prix niche pour chien pour rester dans la même thématique, il y a de grandes chances qu'il y ait un tableau, peut-être avec, les tailles, les formats de niche. Donc si, tous les premiers résultats proposent un tableau que vous n'en proposez pas, bon bah, vous vous tirez une balle dans le pied. Puisqu'il ça nous semble logique comme ça, parce qu'on en parle et on se dit: «C'est logique pour comparer les prix». Parfois, c'est beaucoup moins logique, donc on est quand même allez voir Google, allez voir les premiers résultats et ça va vous permettre, voilà, si vous avez des tableaux sur les 10 premiers résultats, il faut que vous fassiez un tableau, hein. La question ne se pose même pas, quoi. tout à fait et Je c'est mets pour juste un ça petit que là, bémol. les outils, peuvent vous aider là-dessus, hein. Il y en a de tout type, mais je pense notamment, à l'outil, Feu, Mmh, qui analyse bien, bien la SERP et qui permet d'avoir au moins, comme disait Seb, l'overview. Voilà ce qui se passe sur la première ou la première à la seconde page, le nombre de listes à points, le nombre de titres, le nombre ouais. de tableaux, le nombre d'images, le nombre de liens externes, internes et cetera. Ça donne une idée un peu de là, où vous allez, construire votre chantier. Après évidemment, ça veut pas, c'est toujours en SEO à prendre avec des pincettes, mais ça donne des indications. Si vous voyez qu'il y a jamais, jamais de tableau et jamais d'image, bon, bah, il y a peut-être une raison. Il faut aller fouiller de ce côté-là. Ça donne une indication de départ pour pas partir dans tous les sens, à l'aveugle, comme on le disait au début, et avoir déjà des petits KPIs, que vous pouvez suivre. Après, je mets juste un petit bémol, attention, parce que c'est vrai que quand la façon dont on le présente, on se dit: «Bah, oui, mais alors, si on s'inspire et qu'on refait exactement la même chose de tout le monde, on va avoir la même, voilà». Alors attention, ce qu'on dit là, c'est il faut s'en inspirer, il faut regarder, c'est pour bien comprendre l'intention de recherche. Par contre, moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est quel est après votre angle de vue, vous, votre personnalité, votre spécialité, votre côté, enfin, critique, sur ce que vous écrivez et donc n'hésitez pas aussi à tenter des choses. Je veux dire, peut-être qu'une infographie, ça n'a pas été fait par les concurrents, mais peut-être que c'est pertinent. Si vous trouvez ça pertinent, ça ne doit pas vous empêcher de mettre une infographie, voilà, ou de rajouter un paragraphe sur un sujet qui n'a pas été, détaillé par vos concurrents, quoi, hein. Donc il ne faut pas s'interdire ça. Par contre, si vous voyez que, comme on disait, qu'il y a que des tableaux partout, bon, bah, là, il faut que vous le fassiez quand même, quoi, hein, à un moment donné, voilà, parce que c'est ce qui est attendu. C'est clair. Troisième erreur, négliger les bases techniques. Alors, on n'est pas tous forcément techniciens ni développeurs. Par contre, c'est quand même la base, quoi. Voilà, si vous avez une voiture qui démarre pas, vous n'allez pas aller très loin, hein. Donc, là, un site lent ou non sécurisé, ça pénalise le classement. Voilà, si vous mettez du temps à charger, puis vous pouvez vite le comprendre, enfin et puis en plus, on est de moins en moins patient. Si vous allez sur un site et que 3 secondes, c'est hyper long déjà, hein. Mettez-vous sur un site et attendez 3 secondes que le site charge, vous allez voir que ça déjà on commence à râler, en plus en bon français. Voilà, donc c'est une mauvaise expérience, technique, voilà, ça nous frustre en tant que visiteurs et puis en plus Google derrière, lui, vu avec les millions et milliards de pages qu'il scanne, régulièrement, si en plus il doit passer du temps de ses serveurs à aller scanner sur des pages qui ont mis de temps, bah, il se barre, hein. Voilà, il se barre et puis, il va déclasser votre site. Voilà, parce qu'il aura du mal à explorer les pages. Donc s'il a du mal à les explorer, bah, il ne va pas indexer vos pages, il ne va pas les mettre en avant dans son index et dans les résultats de Google. Donc résultat, voilà. Donc ça prend en compte le vitesse de chargement. Il faut que ce soit responsive aussi, forcément. Il faut que ce soit sur les mobiles, il faut qu'on puisse avoir accès à votre site. Alors attention sur cette partie-là, parce qu'on a une tendance, en premier quand on bosse beaucoup sur le PC, à regarder son site, on dit: «Ouais, c'est bon, tout fonctionne bien». On n'a pas toujours le réflexe d'aller voir sur son smartphone ou sur, vous pouvez le faire aussi avec en cliquant droit, inspecteur du navigateur pour aller regarder comment ça se passe sur votre mobile. Et je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe sur le mobile dès que vous faites des changements et même sans faire des changements, d'y aller de temps en temps, parce que, on peut s'apercevoir qu'il y a des photos qui sont décalées parce que le thème est pas adapté ou qu'on a mis quelque chose qui fonctionne pas. Donc allez voir ce qui se passe sur le mobile parce que c'est ce que regarde en plus Google principalement, quoi. Et puis la sécurité, elle est bon, maintenant elle est très très répandue, hein, mais le fameux HTTPS, et cetera, tout ça, ce sont des choses qui sont, indispensables. Donc comment on fait tout ça? Alors, là, je vous ai pas fait une liste à la Prévert parce qu'il y a plein, plein, plein d'éléments, mais déjà la première des choses, c'est que votre site, il faut qu'il soit propre techniquement, il faut qu'il tourne. Donc prenez pas des trucs un peu, des CMS un peu, folkloriques là que vous connaissez pas trop. Basez-vous déjà sur quelque chose qui est connu. Alors je vous dis pas de prendre WordPress systématiquement, il y en a plein d'autres qui fonctionnent, Webflow fonctionne aussi, mais prenez quelque chose qui fonctionne de base, bien, voilà.
Vos images et vos vidéos, vous les mettez au bon format. Les images WebP, voilà, JPEG, ça fonctionne aussi, hein, mais c'est entre 100, 200 kilooctets, grand maximum pour une image, c'est voilà, hein, c'est le maxi. Les compressions fonctionnent très, très bien aujourd'hui. On évite de rajouter du code, JavaScript ou autre d'ailleurs, qu'importe, hyper lourd là. On peut faire plein de choses avec de l'IA aujourd'hui. On peut rajouter plein de choses, des quiz, des comment? Merde, j'ai un truc, voilà, des simulateurs, des calculateurs. Attention quand vous rajoutez du code dans vos pages, si c'est déjà le cas, parce que des fois ça peut vachement alourdir les pages, quoi, hein. Donc, beaucoup de vigilance sur le code. Après sur des CMS très connus comme WordPress, généralement, c'est déjà plutôt assez bien travaillé. Le certificat SSL HTTPS, là, c'est le fameux petit cadenas, ça, généralement, auprès de votre registrar, auprès de votre hébergeur, ça se fait assez rapidement, mais il faut vérifier que vous l'avez. Voilà, faites un petit scan de vos pages, vous avez PageSpeed Insight comme outil qui fonctionne très bien. Alors attention parce que PageSpeed Insight va scanner que la page que vous allez lui proposer. Donc, faut aller un peu plus loin que ça. Vous avez des outils comme Screaming Frog, qui est un outil qui est gratuit jusqu'à 500 URL, qui vous permet de plugger, alors je rentre un peu dans la technique, hein, mais en gros, vous mettez votre URL dans cet outil-là, Screaming Frog, vous allez charger, enfin plugger l'API de PageSpeed Insight et jusqu'à 500 URL, vous allez pouvoir avoir l'intégralité des résultats techniques. Voilà et puis, bah, bien sûr qu'un audit technique est indispensable. Voilà, donc là, c'est juste de scanner votre site. Alors, vous pouvez avoir des outils, comme vous le disiez Victor, qui le font aussi. Les SEMrush, Ahrefs, SERanking et tout ça vous proposent des audits, en fait, dans leur, alors il faut payer, bien sûr, mais dans votre abonnement mensuel, vous pouvez avoir des audits inclus. Donc ça vous permet déjà d'avoir les grosses erreurs, 404 et tout ça là, qui peuvent traîner, de façon à faire un peu le ménage. Site mobile friendly, j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé. Et voilà, et puis que le CMS, que ce que vous utilisez comme technique, est solide pour le SEO. Attention, alors après chaque consultant SEO a, je pense, quelques SMS dans le viseur. Bon, moi j'ai Wix, voilà, donc j'ai rien contre Wix, mais bon moi, on n'a pas tout la main, on n'a pas la main sur tout en fait dans Wix et ça devient compliqué dès qu'on commence à avoir si on veut mettre les mains dans le cambouis pour faire des changements, ça commence à être compliqué, quoi. Je pense qu'on a tous Wix en tête, hein. Ah ouais? On a tous cet exemple. Non, mais parce Ouais, que c'est pas the CMS sur lequel tu as envie de bosser, hein, on va pas non, se le cacher, c'est un peu junior. C'est un peu junior, tu pas la main sur tout, voilà. c'est très pratique pour un C'est site vitrine. Voilà, il y a pas grand chose Voilà, à faire. exactement et puis pour démarrer, quand vous avez pas Mmh. de connaissances particulières, pas une envie de faire un site, super polyvalent avec plein de fonctionnalités, pourquoi pas? Après effectivement, on pense tout de suite à WordPress, tu l'as cité, c'est quand même the CMS le plus utilisé. Je reviendrai pas dessus, moi j'adore WordPress. Oui. Et puis, tous les petits nouveaux qui poussent un peu comme des champignons, bah, à voir un peu ce que ça donne, niveau SEO. Quand on dit qu'un CMS n'est pas SEO friendly, moi j'aime pas trop l'expression, mais je rejoins ce que dit Seb. En fait, c'est à quel point on a la main. C'est Mmh. surtout ça. Après, il y a peut-être des CMS, des petits CMS qui génèrent pas du code de façon très très propre. Ça, c'est autre chose. Mais ça, sur du WordPress avec un thème pas top, ça peut vous arriver aussi. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est plus, est-ce que en tant que consultant SEO, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les bons outils, je peux modifier toutes les balises que je veux, etc. etc. Si c'est pas le cas, bah, du coup, il faut switcher de CMS, tout simplement. Bon, là, on vous a fait Voilà, une puis, liste bah, assez rapide hein, parce que le SEO technique, comme tu l'as ah dit, bah là, voilà, on peut en faire on pourra en parler pendant plusieurs plusieurs jours. webinars. C'est ça. Donc là, ça sera 2 slides, mais c'est pour Voilà. vous donner une petite idée d'évidemment les bases des bases. Effectivement, si ça, c'est pas respecté déjà, c'est très, 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 très embêtant. 4e erreur, mal optimiser les balises essentielles. Hem, quand on parle de balisage, on parle alors je vais en parler de quelques-unes parce que là c'est pareil, il y en a plusieurs, mais alors on va parler des principales. Donc vous avez les balises méta, donc le meta title et méta description, c'est ce qui apparaît dans les résultats de Google. Vous avez les balises HN qui structurent votre contenu, en fait, ça va être votre titre de page avec des sous-titres en dessous, voilà. Et puis vous avez les balises images également. Voilà, alors vous en avez plein d'autres, mais on va pas toutes les voir, mais bah, je vais pas me cibler uniquement sur les balises, ces balises-là pour le voilà. Donc là, si elles sont pas optimisées, bah, forcément que, ça va être, ça va là encore à nouveau, vous allez tirer une balle dans le pied. Déjà parce que si vos balises méta, donc ce qui apparaît dans les résultats de Google, sont pas bonnes, bah, forcément que ça va être moins attractif. Faut inciter au clic, hein, si c'est un truc tout bateau, voilà, donc il
faut être copyrighté, comme on dit en bon français. Voilà, alors faut pas être jusqu'au putaclic, mais parfois, faut pas hésiter aussi à appuyer un peu. Je pense qu'on a plus une tendance à être mesuré qu'aller sur le putaclic. Donc, il faut trouver le juste milieu pour pas vendre du rêve non plus, parce que là, ça va vous créer un taux de rebond important. Mais par contre, il ne faut pas hésiter quand même à dire les choses. S'il faut mettre un prix, s'il faut mettre un pourcentage de réduction, s'il faut mettre, voilà, faut inciter au clic, quoi, hein, faut y aller. Donc, voilà, donc si c'est mal optimisé, votre page est moins visible, moins attractif, ça clique moins. Les images, parce qu'on rappelle que Google, c'est pas que du texte, c'est des images aussi qui sont référencées, donc ça peut aussi vous permettre d'avoir du trafic, sur vos pages. Vous avez au bout de votre URL, ce qu'on appelle le permalien ou le slug, c'est la partie de l'URL en fait. Donc voilà, donc quand c'est propre et clair, on sait de quoi parle la page, Google aussi, donc ça c'est très important. Voilà et puis, bah, si le code est non optimisé, donc là on va parler des balises à chaîne, les balises qui sont au sein de votre texte. Bon, bah, si c'est pas optimisé, quand je dis optimisé, ça veut dire que on va reprendre niche pour chien, ça va être la thématique de ce webinaire. Si ma page parle de niche pour chien et que je n'ai aucun de mes sous-titres qui parle de niche pour chien ou aucune sémantique autour de niche pour chien, c'est un peu bizarre, quoi. Si mes balises, c'est juste caractéristiques, description, c'est pas bon. Voilà, donc il faut absolument que, on parle de niche pour chien avec du vocabulaire comme, je sais pas moi, canin, cabane, voilà, vous allez pouvoir utiliser plein de sémantiques autour de la niche pour chien, voilà. Les carrément. balises, c'est la vitrine de votre page sur Google, hein. Et là, on parlait d'optimisation et tu l'as très bien dit et puis l'autre erreur, quand je pense à une mauvaise optimisation des balises, je pense aussi à l'inverse, hein, attention à la suropti Oui, parce qu'aujourd'hui bien sûr. ça ne fonctionne plus, hein, on peut le dire. Et donc, attention à ne pas bourrer vos balises à chaîne justement, hein, de votre mot-clé principal ou même de votre mot-clé secondaire parce que ça ne fonctionne plus, que Google le voit très rapidement et que l'internaute aussi et que du coup, bah, c'est pas amusant pour personne et que du coup, votre contenu ne rankera pas. Donc ça marche dans les 2 sens, hein. Il faut optimiser, mais il ne faut pas non plus suroptimiser. C'est ça. C'est toujours Trouver le dilemme. trouver le juste milieu. C'est ça. Donc, bah, rédigez correctement vos balises meta, title et description. Voilà, un mot-clé, envie de cliquer, c'est ce que je disais là. Pensez aux balises alt pour vos images, hein. Donc, je vous rappelle que c'est une balise alt, c'est une petite description qu'on intègre dans l'image, qui se fait très facilement avec les CMS aujourd'hui, qui décrit l'image. Bon, il faut vraiment vous imaginer comme si vous étiez une personne malvoyante et que vous décriviez l'image en insérant quelques mots-clés, voilà. Et quand je dis quelques mots-clés, c'est pas une suite de mots-clés, c'est pas le même mot-clé partout, voilà, pour éviter la suroptimisation comme le dit Victor, hein, mais faire aussi quelque chose de très, riche sémantiquement. Les URL, vos URL, elles sont courtes, voilà, descriptives, en contenant juste le mot-clé, pas besoin de plus. Voilà, faites pas moi j'ai des URL des fois que je les vois où il y a carrément un texte et c'est une phrase, qui dure voilà, c'est pas propre. Donc mettez-moi une URL qui est propre, s'il vous plaît. On évite les caractères spéciaux, ou des codes ou des trucs qui sont parce que ça vient merder les accents, par exemple. Là, j'en retrouve encore très régulièrement. On a des accents, donc ça vous fait un espèce de truc, pourcentage là, quand on le lit, avec notre regard de non informatique. Donc voilà, donc c'est pas propre, mettez des choses propres, des caractères pas de caractères spéciaux et puis un balisage à chaîne propre et hiérarchisé. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si vous regardez juste le balisage à chaîne, vous devez déjà comprendre de quoi parle votre contenu. Voilà, ça veut dire que si j'ai mon titre, est-ce qu'avec mon titre, je réponds à toute la problématique, en lisant uniquement le balisage à chaîne? Ça déjà, c'est propre. Donc si vous avez des trucs du genre, conclusion, tout ça, ça sert à rien, mais mettez-moi des choses qui soient propres parce que c'est ce que va voir Google aussi et c'est ce que nous, on regarde aussi, hein. Quand on lit en diagonale, hein. Donc on va d'abord regarder le titre, les sous-titres, après ce qui est en gras, mais par contre, c'est ce qu'on va lire en priorité. Donc si on veut s'arrêter, on ne va pas s'arrêter sur conclusion. Par contre, si vous mettez, les 5 astuces, pour garder une niche propre, ah, bah, là, peut-être que ça va attirer mon œil. J'ai utilisé de la sémantique et en plus, je vais lire ce qu'il y a en dessous, quoi. Autre erreur, créer du contenu dupliqué ou de faible qualité. Bah, Google déteste le contenu dupliqué, donc ça, c'est hors de question d'en faire, voilà, alors contenu dupliqué, alors je prends des exemples très courants, hein, qu'on retrouve. Je suis un vendeur de pièces automobiles. Je reprends les descriptions de mon fournisseur, et puis je copie-colle et puis je le mets ça sur mon site. Bon, bah, voilà, bah, sauf que mon fournisseur a la même chose sur son site, donc ça n'a aucun intérêt, aucune plus-value. Voilà. Ou alors j'ai, plusieurs pages et puis j'ai fait un copier-coller, parce que c'était à peu près la même chose, c'est juste la couleur qui changeait. Alors
Il y a des solutions, on va pas rentrer dans la technique, avec du balisage pour prévenir Google que ce sont des pages, voilà, ce qu'on appelle le balise canonique. Donc je vais pas rentrer dans le détail, je vous inviterai à la regarder parce que sinon on en a pour 3 heures de webinaire. Il y a des solutions aujourd'hui pour éviter le contenu dupliqué, mais ne faites pas du copier-coller, même de vos concurrents, de choses comme ça, parce que de toute façon, c'est pas du tout bon signe. Puis ça n'a aucun apport pour vos lecteurs. Le contenu de faible qualité, Victor en parlait, si c'est juste pour bourrer du mot-clé, pour positionner des mots-clés, voilà. Alors, j'ai encore la question, est-ce que si je mets du blanc sur blanc, ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Google le voit, c'est moche, et puis ça, non, non, restez simple et efficace. Donc, pas de bourrage de mots-clés. C'est pas pertinent. En plus, si c'est le fameux exemple du plombier Paris, par exemple, c'est le mot, c'est la requête. Si à l'intérieur de votre texte, vous mettez, vous cherchez plombier Paris, c'est pas lisible. Vous pouvez mettre plombier à Paris déjà, et puis ne le répétez pas 35 000 fois, ça se voit et c'est illisible. Voilà. En plus, ça nuit à l'UX, hein, donc tout ce qui est partie usage du site. Voilà, donc Google cherche à fournir du contenu unique et pertinent, et attention à l'IA, donc voilà, parce qu'en plus, l'IA, si vous demandez de rédiger un article de blog à l'IA, c'est que du ressaucé, que du truc qu'il a déjà trouvé, donc il y a pas de nouveauté, il y a rien, il y a pas de valeur ajoutée. Donc l'IA, c'est bien. Par contre, il faut absolument que vous lui donnez des sources, du contenu, un ton, il faut que ce soit bien travaillé en amont et que ce soit bien relu derrière, absolument. Voilà, donc toujours créer du contenu unique, à forte valeur ajoutée. Moi, je dis toujours à mes clients: «Ajoutez de la valeur ajoutée, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Ajoutez-moi un ou 2 paragraphes, qui permettent de vous différencier de la concurrence et qu'on puisse trouver un intérêt à lire ça, autre que sur un blog, lambda, quoi, hein». L'IA, c'est un assistant, il écrit très bien s'il est bien dirigé et si vous vérifiez ce qui en ressort. Voilà, donc vous pouvez écrire avec de l'IA. Par contre, ayez des sources, s'il vous plaît, voilà, donnez-lui de la matière pour le travailler et n'attendez pas que voilà, c'est pas une baguette magique non plus, quoi. Le keyword stuffing, avec mon bon accent anglais, c'est le fait de bourrer des mots-clés en disant: «Je vais le positionner 153 fois», comme ça Google va bien comprendre. Ce que Google va comprendre, c'est que surtout que vous avez, fait du bourrage de mots-clés et que ça n'a aucun intérêt. Donc il va même pas vous indexer. Structurer le contenu avec des titres pour faciliter la lecture, c'est ce que je disais juste avant avec le balisage, donc j'y reviens pas. Et aider à la lecture, s'il vous plaît, avec un peu de mise en gras. Alors déjà, d'un point de vue lecteur, c'est hyper confortable d'avoir des expressions ou des mots-clés parce que ça arrête l'œil, donc on va lire ce qu'il y a autour. Donc voilà. Et puis d'un point de vue Google, si on s'arrête pour lire, qu'on passe plus de temps à lire la page, eh ben, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour la personne qui est arrivée sur la page. Donc plein de bons signaux, quoi. Donc contenu, créer du contenu de qualité, et c'est d'autant plus important avec l'IA, hein. Voilà, parce que là, l'IA, on voit qu'il y a eu une augmentation de production de contenu qui est énorme, mais par contre, c'est que du contenu bas de gamme. Donc différenciez-vous et apportez quelque chose, voilà, apportez de la valeur ajoutée à vos lecteurs. Autre élément, c'est le maillage interne. Alors, si vous l'oubliez, eh ben, ça, c'est une grosse faute. Voilà, et Dieu sait si le maillage interne n'est pas travaillé. Alors ça, moi, c'est un truc que j'adore travailler parce que ça a des impacts qui sont, assez significatifs, voilà, sur les sites. Donc déjà, si vous ne faites pas de maillage interne, Google ou vos visiteurs vont avoir du mal à découvrir, hein, toutes les pages importantes du site. Voilà, parce que, bah, il ne va pas pouvoir circuler comme il le souhaite sur le site, il va peut-être oublier des pages. Le jus SEO, c'est le pouvoir en fait, hein, voilà, hein, de votre site, de vos pages. Google va donner une note, je vais mettre quelques guillemets parce que c'est pas aussi simple que ça, mais il va lui donner une note à chaque page de votre site. Et donc, bah, si, vous avez une note, par page, après le maillage interne va pouvoir rediriger en fait, ces notes-là, ce jus SEO, sur les pages importantes. Plus vous allez avoir une page qui va être maillée en interne, plus elle va recevoir de liens en interne, plus elle va avoir, un pouvoir, assez fort. Voilà. Donc ça, si vous ne faites pas de maillage interne, et ben, vous allez avoir même des pages orphelines, des fois, qui ne sont même pas maillées, donc qui ne pourront même pas être découvertes par Google. Et puis, bah, le but, c'est quand même de faire circuler aussi vos visiteurs. Donc là, on va reprendre un peu de marketing, hein, mais c'est le fameux tunnel de conversion. Si j'arrive sur un article de blog, sur votre site qui me parle de comment entretenir sa niche pour chien, vous, votre intérêt, c'est de lui vendre une niche pour chien. Donc si vous ne faites pas de maillage interne pour l'inciter à aller voir les niches que vous proposez, les produits que vous proposez pour entretenir la niche pour chien, bon, bah, c'est quand même un peu bête, quoi. C'est un peu con de l'arrêter là en disant: «C'est bon, tu as eu l'info, bon, bah, va acheter ton matériel chez un autre maintenant». Voilà.
Donc c'est un peu idiot quand je le dis comme ça, mais c'est un peu ça, hein, le pas faire de Non, maillage mais interne. c'est super important effectivement le maillage interne, hein, et puis on peut aller très, très loin sur ce travail-là, hein, sur cette optimisation du maillage interne. On peut aller, effectivement, dresser une liste d'encres, optimisées, on peut aller effectivement, créer une vision du site web et le retranscrire grâce au maillage interne à Google. C'est vraiment super, super important. Seb, on a une petite question, alors, on a eu plusieurs questions, mais je garde, certaines pour la fin, notamment celle de Corinne. Corinne, on vous répondra sur la fin parce que la réponse sera un peu longue, je pense, pour Sébastien. Mais il y en a une qui va être, très, très rapide. C'est: est-ce que tu peux nous refaire une petite définition, s'il te plaît, du maillage interne? Pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui, le maillage interne, en fait, c'est le fait de lier les pages les unes avec les autres. C'est que vous allez vous retrouver avec une page et donc vous allez, en fait, créer des liens entre chaque page. Donc vous avez du maillage interne naturel avec votre header, donc c'est la partie haute de votre site. Vous allez avoir, par exemple, ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Vous allez pouvoir revenir sur la page d'avant et puis vous avez votre menu, en fait. Donc ça, vous avez des liens et dès que vous avez des liens, en fait, c'est du maillage interne. Vous avez votre footer en bas de votre site web. Vous allez pouvoir mettre aussi votre page importante, votre page contact, tout ça. Donc, vous allez pouvoir, ça aussi, c'est du maillage interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas beaucoup de pouvoir pour Google parce que ce sont plus des présentations qu'autre chose. Par contre, ce qui a beaucoup de poids, c'est le maillage, donc les liens que vous allez faire entre vos pages au sein de votre page. Voilà. Donc, plus vous allez mettre des liens au sein de votre page, plus ça va être pertinent. Donc, le but, ça va être de lier vos pages. Donc, comme je le disais, j'ai un article de blog sur comment entretenir sa niche pour chien. Au sein de mon texte, vous allez pouvoir mettre, vous avez plusieurs types de produits possibles. Produit pour nettoyer sa niche de chien possible et produit pour nettoyer sa niche de chien. Hop, je vais le mettre en surbrillance avec un lien qui va pointer vers ma page catégorie produit pour niche pour chien, pour entretien pour niche pour chien. Voilà. Donc Et ça, alors, c'est hyper, hyper dernière important. petite question sur ce sujet-là, que j'affiche, parce que je trouve que c'est quand même, important, et je vois la petite ambiguïté quand on démarre. Alors, quid des call to action, des boutons, Ouais. et du maillage interne? Alors oui, les call to action, c'est du maillage interne. La seule problématique, c'est qu'en fait, le lien, enfin ce que parlait l'encre, en fait, hein, le terme qui est utilisé, ça va être en savoir plus parfois ou pour commander. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme que vous allez utiliser indique à Google de quoi parle la page qui est ciblée. Donc si vous mettez en savoir plus, vous indiquez à Google que la page qui est sous ce lien-là parle de en savoir plus. Donc en fait, Google va pas trop pas prendre compte. Donc c'est bien de mettre des call to action. D'un point de vue UX, parfois c'est indispensable. Et par contre, ça n'a pas la même valeur qu'un lien qui sera au sein d'un texte, avec du texte qui parle de ça autour et avec une encre qui soit ce qu'on appelle optimisée. Donc là, l'encre que je donnais comme exemple, produit pour nettoyer sa niche pour chien. Là, on indique à Google clairement que ce qui se cache derrière cette page-là, c'est des produits pour niche pour chien, quoi. Donc oui, en fait, c'est toute la difficulté du SEO, c'est de gérer le SEO pur et dur et Ouais, l'UX et derrière. l'UX, Voilà. Donc toujours, faut trouver le juste milieu. tout à fait. Merci, merci Seb pour les réponses. Voilà. Donc, créer des liens pertinents entre toutes les pages et sujets proches. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle le cocon sémantique. En fait, c'est le fait de traiter énormément de pages autour de votre sujet principal. Donc, quand je reparle de niche pour chien, je vais traiter comment l'entretenir, quel est le matériel idéal pour la niche pour chien. Donc, je vais créer plein de pages autour et je vais créer plein de maillages, plein de liens entre ces pages-là. Voilà. Donc, voilà. Et utiliser des encres qui soient aussi diversifiées. À un moment donné, je peux parler de niche pour chien. À un autre moment donné, je peux parler de cabane pour chien. Voilà, et ça va vous permettre de bien travailler votre maillage interne. Moi, ce que je dis souvent, c'est que d'abord, ce qu'il faut travailler, un, c'est votre mot-clé, votre sémantique, bien sûr, voilà. Après, il faut travailler le maillage interne et après, il va falloir travailler la partie netlinking, donc qui est le troisième pilier, l'autorité, la popularité du site. Septième erreur, ah bah, sans Petite transition, pas fait petite exprès. transition, ouais, vers l'UX. Négliger l'expérience utilisateur, l'UX. Voilà, c'est quoi les impacts si vous le négligez? C'est que vos visiteurs vont se barrer tout simplement. Moi, quand c'est un site qui est pas beau, qui est moche, qui est lent, qui est pas agréable, avec des photos pas belles, voire pas de photos du tout, les blocs de texte là comme ça où c'est illisible, on s'en va. C'est logique, c'est naturel. Je pense que vous êtes tous, on est tous pareils. Donc ce qui fait que, c'est le taux de rebond en fait, ce que j'ai expliqué au début qui va être élevé. On va avoir peu de temps passé sur le site et donc tout ça Google le voit, hein. Je vous rappelle que Google, via
Google Chrome étudie toutes ces données-là, hein, donc il va voir que, vous avez passé très, très peu de temps, que les visiteurs ont passé très peu de temps sur votre site, quoi. Voilà. Donc Google accorde une grande importance à l'UX. Donc ça veut dire que c'est là où il faut gérer ce qu'on dit tout à l'heure, hein, une importance entre l'UX et le SEO. Il va falloir gérer les 2 pour, que ce soit agréable à lire, mais tout en ayant les bases du SEO pour faire comprendre de quoi parle la page à Google. Donc comment on évite cette erreur-là? Bah, on pense avant tout à pas uniquement au SEO, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on pense au SEO pour bien construire sa page, mais après il faut quand même qu'on ait l'UX dans la tête pour faciliter la lecture, l'ergonomie, la facilité d'utilisation, et de circulation dans la page. Regardez des pages, de d'e-commerce avec des petits, des fois, vous avez des petits onglets, vous allez avoir la description, vous allez avoir comment entretenir le produit ou comment acheter le produit. Il va y avoir une UX qui fait que ça va être plutôt sympa de circuler, mais vous aurez quand même du texte, quoi. Voilà, donc il faut que la navigation soit claire et intuitive. Voilà, donc les appels d'action, il faut qu'ils soient bien positionnés. Alors là, c'est pareil, ça te demande des jours aussi d'études, hein, mais savoir que vous avez possibilité de faire des AB tests pour se dire, ouais, si je mets le bouton là, est-ce qu'il est plus cliqué et tout ça. Donc là, on sort du SEO complètement, hein, parce qu'on est dans le l'UX. Mais c'est quand même très important parce que plus ça clique, plus ça envoie de bons signaux à Google. Voilà. Éviter tous les éléments intrusifs. Alors les pop-up, les machins qui clignotent de partout, on n'est pas à Noël, c'est pas un arbre, c'est pas un sapin, donc on évite tout ce qui clignote. Là, ça c'est pas top. Les publicités, vous savez très bien que quand vous arrivez sur des sites, vous avez plein de publicités partout, vous avez même du mal à retrouver, où est le site. Ça se fait beaucoup en fait sur tout ce qui est Google Discover, donc c'est tout ce qui est les actualités que Google peut afficher sur votre, mobile. Et en fait, vous allez cliquer dessus, vous avez beaucoup de sites où vous avez beaucoup de publicités, ce qui se rémunère comme ça. Donc c'est pas forcément très, très sympa, comme expérience. Le contenu doit être facile à lire. Je parlais des gros blocs de texte, évitez les gros blocs de texte, mettez des paragraphes assez courts, ajoutez des images, des infographies, des tableaux, des listes à puces. Tout ça, ça va venir enrichir et faciliter la lecture. Voilà, et puis surveillez vos pages. Voilà, via Google Analytics, vous pouvez voir, le temps passé par page. Voilà, le taux d'engagement maintenant, c'est plus le taux de rebond, c'est le taux d'engagement, mais le temps ce qu'ont fait les personnes sur le site. Est-ce qu'il y a eu un engagement ou pas? Est-ce qu'il y a eu une action? Donc regardez régulièrement ça, de façon à suivre ça et modifier, votre expérience client si vous voyez que c'est pas top, quoi. 8e erreur, supprimer du contenu qui a de la valeur SEO. Ah bah oui, si on supprime du contenu qui a déjà de la valeur SEO, bah, vous allez avoir potentiellement une chute de trafic et de classement. En plus, si vous avez des copains ou pas d'ailleurs, qui vous faisaient des liens vers votre page et qui vous donnaient en disant: «Ouais, ça c'est une super ressource», bah, ça veut dire que, bah, si vous le supprimez comme ça et bah, vous perdez toute cette reconnaissance-là qui participe à l'autorité, à votre site, hein. Votre site est populaire parce qu'on vous cite. Donc, si vous supprimez une page sans faire attention et bah, paf, tout ça, ça va couper les ponts. Ça va créer des liens cassés, les fameuses pages 404. Voilà, donc voilà, ça peut faire des trous dans votre, maillage interne dont on parlait tout à l'heure. Et c'est très, très fréquent sur les e-commerce, hein, sur des ruptures de stock ou des saisonniers, où on a des pages qui disparaissent, alors qu'elles avaient une certaine autorité, quoi. Voilà, donc supprimer une page pertinente, attention parce qu'aux yeux de Google, hein, ça peut engendrer une baisse d'autorité et c'est encore plein de signaux négatifs qu'on envoie à Google et pour vos visiteurs aussi, parce que quand on arrive sur une page 404, c'est jamais très agréable. Voilà. Donc si vous souhaitez supprimer une page parce que vous pensez qu'elle est, caduque, qu'elle a plus d'intérêt, voilà, donc c'est toujours possible. Mais vérifiez toujours le trafic, voilà, donc via, Google Analytics déjà pour voir s'il y a du trafic sur cette page-là. Les mots-clés sur lesquels elle est positionnée, vous avez la Google Search Console, vous avez aussi les outils comme SEMrush, Ahref, SEO Ranking et compagnie, Ubersuggest. Donc vérifiez les mots-clés sur lesquels elle est positionnée et vérifiez aussi via le même type d'outil, est-ce qu'il y a des backlinks, est-ce qu'il y a des liens qui pointent de sites extérieurs? Voilà. Si on voit que cette page-là, elle a une valeur SEO, et ben, voyez comment vous pouvez gérer les choses avec d'autres options. Donc déjà, si vraiment vous voulez la supprimer, faites une redirection 300 vers une autre page. Alors attention, pas vers la home page, s'il vous plaît, vers une page qui soit proche sémantiquement. Hein, c'est ce qui va lui envoyer plus de valeur. Vous faites une redirection, ce qu'on appelle la redirection 301, qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de page 404 et en plus qui va lui transmettre le pouvoir de la page. Voilà. Et si vraiment elle a beaucoup de valeur SEO, moi je vous invite vraiment à voir pourquoi pas ne pas la mettre à jour, peut-être, qui sera plus une alternative qui aura quand même qui vous permettra de conserver une certaine puissance SEO. Je termine
On est à peu près dans le timing. Il me reste 2 minutes, pour qu'on ait quelques temps de questions. On est bon. Avec les 2 dernières erreurs, ne pas analyser ses performances ni utiliser les outils SEO. Alors on sait que ça peut coûter assez cher les outils SEO, mais vous en avez quand même certains qui sont gratuits, que sont déjà la Google Analytics et Google Search Console. C'est déjà une bonne base. Mais c'est vrai que si vous ne vérifiez pas vos performances, bah, vous savez pas vraiment où vous allez. Donc on parlait au tout début de se dire qu'il fallait avoir une stratégie. La stratégie n'est bonne que si on la suit derrière et qu'on regarde, quels sont les efforts, enfin, entre guillemets, les chiffres, comment ils évoluent, quoi, hein, comment évoluent vos performances SEO. Voilà, donc attention à ça. Attention, parce qu'en plus, les impacts, c'est que si vous identifiez pas les problèmes techniques ou les opportunités de mots-clés, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Alors, problème technique, bah, vous pouvez voir votre site se déclasser parce que votre site est trop lent, par exemple. Et les mots-clés, si vous loupez des mots-clés à un moment donné, peut-être que vos concurrents vous passez devant parce qu'eux ont pris la tendance de votre marché, quoi. Donc, une grande vigilance par rapport à ça. Et puis, bah, travailler sans mesurer l'impact de ses actions, enfin, pour moi, enfin, c'est idiot. Alors, je ne veux pas vous traiter d'idiot si vous le faites, mais je veux dire, c'est idiot parce qu'en fait, vous ne mesurez pas et vous avancez à nouveau à l'aveugle, quoi. Vous ne savez pas où vous allez. Donc il faut absolument le faire. Alors comment le faire? Hop, ah bah, j'ai passé la page. Ah bah, j'ai pas de 2e page là-dessus. Comment le faire? C'est principalement par les outils. Donc les outils gratuits ou payants, vous en avez plusieurs, mais pour analyser tactiquement la recherche de mots-clés, votre autorité de site. Voilà, faites-le régulièrement, faites-le alors au moins une fois par mois, j'ai mis une fois par semaine, mais si vous êtes sur votre propre site, voilà, faites au moins une fois par mois un petit check, vous prenez, ne serait-ce qu'une demi heure pour aller vérifier, comment ça tourne, s'il n'y a pas de chute de trafic ou des choses comme ça. Et j'ai mis configurer la Google Search Console et Analytics parce que je rencontre encore beaucoup de sites qui ne l'ont pas fait. Donc voilà, c'est la base. Mais voilà, et sachant qu'en plus, il n'y a pas de référent rétroactif à sur la Search Console notamment. Donc tant que vous ne l'avez pas activé, en fait, vous n'aurez pas de data, quoi. Et je termine par le dernier et peut-être le plus important, manquer de patience, de constance ou vouloir tricher. Bah oui, parfois on a envie d'abandonner trop tôt car, on voit que les résultats fonctionnent pas, ou qu'on a fait des efforts mais que ça on n'en voit pas les chiffres ne nous montrent pas qu'il y a quelque chose qui est réussi. Donc là, parfois on a presque envie de pleurer parce qu'on se dit: «Putain, mais j'y ai passé 3 heures à cet article de blog qui est pas positionné, qu'est-ce qui se passe?» Bah, c'est pas grave, c'est comme ça fonctionne, et en plus dans le milieu du SEO, on a beaucoup de choses comme ça où on avance pas à pas. Des fois, on avance de 2 pas, des fois on recule d'1. Tout n'est pas, il n'y a pas une baguette magique pour tout réussir. Parfois, on peut être tenté de se dire: «Tiens, on va tenter de manipuler un peu les choses», donc le fameux black hat, d'aller chercher des trucs, un peu exotique, voilà, parce qu'on a vu un truc sur LinkedIn où le mec il te propose un truc, voilà, ou alors sur Fiverr, on va aller acheter des liens, pour 10 balles et on en a 150, c'est génial, c'est une super bonne affaire. Bah, pas du tout, pas du tout parce que généralement c'est tout pourri. Au pire, au mieux ça ne vous fera rien, au pire, ça vous détruira une partie de ce que vous avez essayé de construire depuis plusieurs mois. Voilà. On parlait de suroptimisation avec Victor aussi. Attention à pas vouloir, dire: «Je vais mettre plein de mots clés parce que comme ça va accélérer les choses». C'est pas vrai, ça demande du temps, de la discipline. Donc on revient sur la stratégie du DBE en disant: «C'est plutôt une vision long terme. Suivez vos chiffres de façon à adapter votre stratégie quand il y a besoin. S'il y a un article qui fonctionne pas, bah, peut-être qu'il faut le modifier, il faut travailler le maillage interne, faut aller regarder ce qui se passe. Vous avez peut-être oublié un tableau, une infographie, voilà, rajouter un paragraphe parce que vous aviez oublié une partie. Donc, soyez, dans l'itération, voilà, et dans l'amélioration régulière, l'amélioration continue. Soyez régulier, parce que si ça ne paye pas maintenant et que vous arrêtez, bah, ça ne payera pas non plus à l'avenir. Donc après, il faut continuer à produire du contenu régulièrement, à optimiser votre site et à gérer en fait des liens en externe. Voilà. Et puis, bah, exactement, on va recouper avec ce qu'on se disait, Victor, au tout début, parce qu'on se disait de ne pas se concentrer sur les astuces éphémères, mais c'est exactement ça. Il y a des tips, ça peut vous aider, mais c'est pas ça qui fera une stratégie à long terme. Donc c'est vraiment votre travail de fond qui va faire que ça va payer derrière, quoi. Voilà, et éviter la suroptimisation globale, ça c'est évident, mais je le redis là. Carrément, et un travail de patience, tu l'as très bien résumé, hein. Ah oui. Le SEO, expérience et patience, c'est ce qui définit ce domaine. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, hein, ce domaine. Ah oui, c'est ça, Il y a c'est que tellement c'est de jamais choses à terminé. apprendre, tellement de choses à tester, c'est sûr. Mais si vous n'êtes pas patient, c'est compliqué de faire du de faire du SEO. Effectivement, c'est peut-être pas le canal le plus privilégié.
Voilà, continuons l'apprentissage, ensemble. Alors sachez que pour ceux qui ne le savent pas, vous j'ai un podcast avec un autre collègue, SEO qui est Romain, donc on a un podcast maintenant depuis plusieurs mois. On essaye d'aborder justement, plein de sujets divers et variés autour du SEO. Ça dure, en moyenne 45 minutes à peu près chaque épisode. Donc on essaye de vous apporter justement encore, plus de valeur dans le SEO pour vous app et là, on parlait par exemple de cocon sémantique que j'ai effleuré. Donc voilà, donc là, on en parle pendant, 45 minutes, donc ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. On parle d'AI Overview notamment qui est, ce qui est arrive sur Google là, qui est en train d'arriver à fond, et donc qui va changer aussi comment on va comment Google va évoluer, hein, voilà, ça va être complètement différent parce qu'on va avoir de l'intelligence artificielle qui va arriver dans les résultats de recherche. Voilà, donc tout ça, en fait, vous pouvez, continuer, à aller vous performer, à aller performer en SEO, en nous écoutant si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous faire part aussi des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. On est tout à fait ouvert avec Romain, voilà. Donc on a déjà plusieurs qui nous écrivent à ce sujet-là, ça nous permet aussi de répondre à vos problématiques. Yes, super podcast, hein, je vous encourage à aller l'écouter. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu à haute valeur ajoutée, hein. C'est vraiment comme ça qu'on peut définir le podcast et c'est pour ça que Seb s'est lancé avec Romain. Parce que voilà, le fait est il y a bon, déjà, il y a pas énormément de podcasts sur la toile, sur, la thématique du SEO et quand même, une partie, parce qu'il y en a qui font bien le boulot. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui effleure un peu trop les sujets et on a tendance à avoir des contenus, un peu trop snack, un peu trop courts, avec pas beaucoup d'infos, donc difficile d'apporter de la valeur. Ici, voilà, vous avez du contenu, vous avez de la matière, pour, aller aborder des sujets un peu techniques. Tu as parlé effectivement du cocon sémantique, vous avez abordé aussi, le maillage interne, qu'on a cité aussi sur ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui peut vous être très utile, et qui peut vous permettre de passer un petit cap sur certains aspects assez techniques du SEO. Et également du coup la formation, hein, si vous décidez de sauter le pas et de vous former, pour acquérir une compétence, professionnelle, qui est le SEO. Écoutez, c'est avec, plaisir, que, vous pouvez éventuellement, nous rejoindre. Je mettrai le lien, juste après. J'ai mis également le lien du podcast de Mission SEO. La formation SEO chez WebMyDay, c'est un parcours de 3 à 4 mois, qui est dispensé à distance, hein, comme toutes nos formations où vous avez à la fois un socle, e-learning, hein, qui est disponible, à tout moment, et des séances de formation en one to one, donc en visioconférence avec un formateur comme Seb, qui fait partie des formateurs SEO, avec lequel vous avez, du coup, un accompagnement, personnalisé sur votre projet. Donc, vous avez un projet fil rouge quand vous rentrez dans la formation. Ça peut être votre site web évidemment, ça peut être le site web d'un ami, ça peut être un client ou un prospect. Puis vous travaillez comme ça petit à petit tout au long de la formation sur ce projet. Ce qui vous permet à la fin de la formation de présenter ce travail, de présenter ce livrable, comme on l'appelle, avec toute une stratégie de SEO que vous aurez bâtie sur ce projet avec votre formateur et vous le présentez devant un jury d'examination. Alors le jury, on y tient, ce sont des formateurs de chez nous, mais si vous êtes en formation avec Seb, vous ne pourrez pas être audité par Seb, parce que sinon c'est un peu du black hat, comme on dit. De Donc ça sera quelqu'un l'initié. d'autre, c'est ça. Mais en tout cas, ça fait partie aussi de l'aventure WebMyDay, cette certification professionnelle que vous obtenez à la fin de la formation et qui est un gage de reconnaissance quant à vos connaissances et votre maîtrise du SEO. Voilà, donc je vous envoie le lien si jamais vous voulez éventuellement jeter un œil au programme de la formation. J'en profite également pour faire une petite aparté pour certains des personnes qui nous écoutent et qui sont passées par la formation SEO ou qui sont en train de la suivre. J'en ai vu quelques-uns.
La formation SEO est en train d'être refondue totalement. Donc je ne serai officiellement plus le référent de la formation à partir de septembre. Je passe le flambeau. Et donc la formation va subir une refonte totale. Pour tous ceux qui sont en formation SEO ou qui l'ont été, vous pourrez profiter de cette refonte voilà, gratuitement. Faudra juste, mais on reviendra vers vous en temps voulu dès que ça sera dispo. Mais il faudra juste nous le spécifier et sur demande, on vous ajoutera le nouveau parcours SEO qui va être, vous le verrez, très, très, très intéressant, encore plus complet que celui qui est là, même si c'est le mien, donc forcément il est top. Mais on a ajouté beaucoup, beaucoup de choses, on a pris beaucoup de vos retours, beaucoup de retours des formateurs aussi. Donc vous allez avoir un programme encore meilleur sur cette thématique qui est si chère à nos yeux avec Seb. Voilà. Beh, écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup Seb pour la présentation. J'ai vu quelques petites questions, passer. N'hésitez pas, c'est le moment de nous poser quelques questions, juste avant de tous aller manger. Moi, j'en ai noté 2, Seb. La première, c'est une question sur le processus d'indexation, hein. Peut-on corriger, des erreurs d'indexation, sans coder? Est-ce qu'il existe des outils sur cette partie indexation? Moi, je pense qu'il y en a un premier qui te vient en tête déjà. Oui, alors après, tout dépend de ce qu'on appelle erreur d'indexation, parce que dans la Google Search Console, en fait, on va avoir des erreurs d'indexation qui vont s'afficher, mais elles sont très diverses et variées. Ça veut dire que, soit Google vous l'affiche directement en disant: «C'est une erreur 404», ça peut être des erreurs, avec des problèmes de balisage, ça peut être, des erreurs, diverses et variées et puis on va avoir aussi une catégorie qui va s'appeler explorer ou détecter, mais non indexé. C'est-à-dire Google a détecté la page, mais ne l'a pas indexée. Donc en fait, on a tout un tas de listes comme ça, d'erreurs d'indexation, qui sont plus ou moins importantes. Donc quand c'est clairement indiqué du genre erreur 404, là, vous allez pouvoir avoir corrigé directement l'erreur d'indexation sans problème parce que vous avez la raison. Par contre, quand vous avez des erreurs du type erreur, enfin détectée ou explorée mais non indexée, là par contre Google ne va pas vous afficher la raison de l'indexation. Vous savez juste que la page n'est pas indexée. Google l'a vue, mais elle n'est pas indexée. Donc là, la première chose à faire, le premier réflexe à faire, c'est de reprendre votre Google Search Console, d'aller mettre l'URL en haut et de redemander une indexation à Google, de façon à lui dire à Google: «Reviens sur ma page, s'il te plaît». C'est presque pour lui dire: «Écoute, je pense que tu as été un peu trop rapide sur cette page-là, reviens la voir». Là, 2 solutions, soit il l'indexe, jackpot, c'est bon, elle est indexée. Soit il l'indexe pas, c'est-à-dire que votre page n'est pas suffisamment, bonne et donc là, à vous de voir pourquoi elle est pas bonne. Donc là, il faut reprendre les quelques éléments qu'on a pu voir, revoir, par exemple les concurrents. Pourquoi, quelle est la différence par rapport aux concurrents? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce que le contenu est adapté? Est-ce que si c'est du contenu qui est, si vous faites du bourrage de mots-clés, il va falloir vous calmer un peu et puis, retravailler votre contenu correctement. Le balisage n'est peut-être pas bon. Enfin voilà, on en a évoqué plusieurs «pistes» entre guillemets, de problèmes d'indexation, qui pourraient provoquer un problème d'indexation, déjà lors de ce webinaire. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pas toujours évident, hein, de régler ces problèmes d'indexation. Il y a une partie de ces erreurs-là qui sont facilement, réglables, et puis une autre partie qui va être un peu plus difficile, où il va falloir, effectivement auditer un peu et comprendre déjà, l'origine du Oui, problème et essayer ensuite de le résoudre. Mais oui, évidemment, c'est pas si simple à faire. Une oui. autre petite question, Seb, sur les outils. On l'a évoqué un tout petit peu, hein, le prix des outils, au tout début, quand on disait que le SEO était potentiellement gratuit et j'avais effectivement souligné la fourchette, de prix des outils. Est-ce que tu peux nous dire combien coûtent les outils SEO? Je sais qu'il y a pas Ouais, une réponse évidemment, hein. ouais, alors là, ça peut aller de quelques euros à plusieurs centaines, voire milliers d'euros dès C'est que ça ça. dépend ce qu'on prend. Alors déjà, sachez que de toute façon, il faut au moins que vous ayez Google Search Console et Google Analytics. Déjà, ça, c'est une base et ça, c'est gratuit. Voilà, ça, c'est une première chose. Après, tout dépend de ce que vous voulez comme outil. Un outil basique aujourd'hui qui est un peu un tous en un comme, SEMrush ou Ahref, on va vite tabler sur du 120-130 € par mois, enfin, un peu plus de 100 € par mois. Donc c'est vrai que si, vous aujourd'hui, vous possédez un site, ça vous fait
un sacré montant et qui sera difficilement à rentabiliser. Ce sera plus simple si vous êtes aujourd'hui, si, vous êtes dans le SEO, vous êtes consultant SEO ou que c'est une de vos expertises, parce que si vous avez plusieurs sites, on peut voir que c'est un peu plus simple à rentabiliser, quoi. Après, vous avez d'autres outils autour du SEO. Je pense à l'optimisation sémantique. Tu parlais, Victor, de Froo, là, par exemple. Je ne sais pas comment on le Ouais, prononce, ouais, cet outil. je sais pas non plus. Vous avez Effectivement. vous avez aussi Tot SEO, qui est fait Ouais. par Paul Grillet aussi, qui est très sympa, qui est très bien fait, qui rejoint un peu ce que fait Froo. Voilà, ça, c'est des outils qui peuvent être au crédit, donc qui sont assez bien foutus, qui vont scraper la SERP et donc vous donner plein d'informations. Je crois que Tot, ça doit être 1 €, je crois, le mot-clé. C'est-à-dire que vous tapez le mot-clé et il vous donne toutes les informations du mot-clé et tout comment l'optimiser. Vous tapez votre texte, il va vous dire, ce qui va et ce qui va pas. Voilà, donc c'est à peu près 1 €, je crois, le mot-clé. Donc ça ce qui est bien, par contre, sous ce format-là, c'est que c'est des crédits. Donc vous pouvez acheter des crédits et vous n'avez pas d'abonnement mensuel, voilà, c'est assez simple. Ouais. Et puis vous avez aussi, des offres, hein, durant l'année. Heu, je pense notamment au Black Black Friday? Friday, Cyber Ouais. Monday, Cyber Week, c'est assez en vogue, hein, aujourd'hui, sur tous ces outils-là, les outils SEO, n'y échappent pas et on a souvent de jolies offres, hein, sur les outils, all-in-one les plus connus. Je pense notamment Mmh. à l'offre d'Ubersuggest, hein, qui est toujours assez intéressante avec, une offre vraiment, pas très, très chère pour ce que c'est, des sites illimités, et surtout en lifetime, ce qui permet de payer, un coup, mais un seul coup et de plus payer ensuite. Il me semble qu'il y a quelques élèves, qui avaient, sauté le pas, l'année dernière. Donc, voilà, si vous avez un petit doute, essayez un peu, plusieurs outils déjà pour vous familiariser, voir quel outil est le plus adapté, à vos besoins et à votre connaissance du SEO. Et puis ensuite, vous pouvez aussi attendre un peu, qu'une offre se débloque, pour ne pas débourser trop, trop tôt. Et après, moi, ce que je dis, c'est, bah, tester, puis c'est quel est le rythme de votre travail sur le SEO? Voilà, si vous avez un rythme qui est assez régulier, on peut se dire que 130 €, c'est cher. Bon, à un moment donné, je veux dire, si vous passez, 5 jours à faire un truc que vous pourrez faire avec l'outil en une demi-journée, en fait, vous allez vite l'économiser, quoi, hein. Donc il faut regarder aussi, le temps que vous y passez, par mois, quoi, hein. Donc c'est un calcul, il faut prendre un peu de recul aussi sur le coût de ces outils. Ouais, tout à fait, tout à fait. Petite question sur la formation, Seb. Pour devenir webmaster, est-ce qu'il faut la formation WordPress et la formation SEO? Alors je vais en répondre en partie, puis je pense que je laisserai aussi Seb, compléter. Tout dépend de ce que vous appelez webmaster. C'est vrai que, le mot webmaster, englobe pas mal de choses. Aujourd'hui, on parle d'intégrateur, de développeur, de webmaster et on a tendance à confondre un petit peu, tous ces termes et tous ces métiers. De base, webmaster, donc c'est celui qui gère, un site internet, sur un CMS généralement. Si c'est pour, de la création de sites et de la gestion de sites, en soi, le SEO n'est pas une obligation. Évidemment, c'est recommandé et quand vous proposez vos missions, ça va être toujours, quelque chose qui va vous être un peu demandé par le client, gentiment et puis pour vous, ça va être une corde de plus, et donc une presta de plus que vous pourrez rajouter. Mais c'est pas une obligation dans le sens où pas besoin d'être consultant SEO pour faire de la gestion de site internet et de faire de la création de site WordPress. Vous avez de toute façon, en tout cas dans la formation WordPress chez nous, les bases. Vous avez, la partie hiérarchisation dont on parlait avec Seb. Vous avez une partie des erreurs en fait un peu qu'on a citées. Pourquoi? Parce que ces erreurs-là, elles sont vraiment, le b.a-ba, des erreurs qu'il ne faut pas faire, pour plomber un site. Donc vous avez cette partie-là, mais tout le reste, c'est-à-dire vraiment construire une stratégie pérenne, aller travailler sur des études de mots-clés un peu compliquées, analyser la concurrence, analyser un profil de lien, toutes ces choses-là sont pour le coup dans la formation SEO. Donc si vous voulez, apprendre à créer des sites internet sur WordPress de façon professionnelle avec une base, de SEO, la formation WordPress suffira. Si vous voulez ajouter une corde de plus, une compétence de plus, à votre arc en tant que freelance ou en agence, dans ce cas-là, il faudra effectivement compléter avec la formation SEO. C'est toujours bien de commencer avec la formation WordPress de toute façon parce que je trouve que c'est un bon début et une bonne intro, à la compétence et si vous voyez que ça vous plaît et que vous voulez en savoir plus, bah, dans ce cas-là, vous pouvez, basculer sur la seconde. Voilà.
commencer par la formation WordPress en tout cas. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses, moi je ouais, je te rejoins et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est alors on va dire que l'avantage, en fait, de ces métiers-là, c'est que vous pouvez aussi construire votre propre périmètre, et là, je vais reparler un peu du SEO, mais pour un consultant SEO aujourd'hui, en fait, certains ont une certaine spécificité. Il y en a qui sont, très axés dans le développement et dans la partie technique, du SEO, d'autres qui sont plus axés dans la partie contenu. Donc en fait, vous pouvez aussi vous spécialiser donc webmaster aujourd'hui, si tu dis: «Je veux être webmaster» et que WordPress, je rejoins ce que dit Victor, suffit amplement déjà pour le début. Par contre, je pense qu'avoir une casquette SEO est pour moi, plutôt essentiel, mais c'est parce qu'aussi je suis peut-être pas un avis très objectif, mais apportera en tout cas beaucoup plus de valeur, aux clients puisqu'il y aura déjà entre guillemets un package au début qui permettra aussi à ce que le site soit performant, sur les résultats de recherche, quoi. Donc voilà. Mais après, ce sont aussi des comment? Des périmètres qu'on peut étendre ou, restreindre en fonction aussi de nos appétences propres. Donc c'est vrai que ça peut aussi se travailler au fur et à mesure, c'est aussi l'avantage. Tout à fait. Beh, je te propose de prendre juste 2 dernières questions Allez, avant de vas-y. conclure, et laisser tout le monde, y compris toi, aller, déjeuner. Une petite question encore sur les outils, hein, c'est toujours, des questions qui reviennent souvent, sur le SEO. Est-ce que tu pourras nous citer ou nous recommander, quelques outils, alors pour obtenir des backlinks, à toi de juger de ta réponse, ou pour en tout cas analyser un profil de lien, Mmh. comprendre un peu ce qui se passe derrière sur l'offside d'un Ouais, site? pour obtenir des backlinks. Alors déjà, pas Fiverr. Ouais, N'allez effectivement. pas sur Fiverr acheter des backlinks, c'est très, très mauvais dans 99,9 des cas. Alors, comment obtenir des backlinks? Alors, il y a plusieurs outils. Oui, il y a les outils pour analyser les backlinks, pour se dire, où est-ce qu'on est, comment est mon profil, ce qu'on va appeler un profil de lien. Vous avez plein d Alors là, c'est pareil, vous avez toute une palanquée d'outils. Vous avez un outil des outils qui sont assez performants comme Majestic, Ouais. Moz, mais par contre, ce sont des outils qui sont assez chers parce qu'en fait, pour étudier, des backlinks, en fait, je ne sais plus combien c'est, mais 30-40 € par mois juste pour les backlinks, donc ça peut vite coûter. Voilà. Après, vous avez dans les outils all-in-one, comme on disait, Ahrefs, SEMrush, SE Ranking, tout ça, vous allez avoir d'intégrer en fait ça. Donc vous pouvez, c'est directement là, vous allez pouvoir regarder comment fonctionne votre site et quels sont les backlinks que vous avez. Donc vous avez des outils spécifiques ou des outils un peu plus, globaux, où vous allez pouvoir, étudier votre profil de lien. Après, comment obtenir des backlinks? Alors là, il y a pas d'outil magique. Moi, je préconise surtout déjà de regarder un peu avec son cerveau, déjà de savoir où on va les positionner les liens. Vous avez toutes les plateformes de liens, classiques, eReferrer, Paperclub, Rocket Links, enfin vous en passez des meilleurs, Limilink, Linka Vista, tout ça, vous avez plein, voilà. Alors je vais prendre eReferrer qui est une des plateformes où il y a pas mal de liens dessus. Donc là, vous avez à boire et à manger. Clairement, donc il faut bien identifier où vous allez poser votre lien, parce que clairement, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des fermes à liens qui font que ça, en fait. Ce sont des sites qui ont été créés juste pour poser ces liens. Généralement, vous reconnaissez parce que l'UX est pas propre. J'allais dire dégueulasse, mais oui, certains, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas propre, c'est une suite d'articles de blog, chaque article de blog parle, vous avez un lien externe, enfin c'est voilà. Ce à proscrire, allez pas sur ce type de site, encore plus aujourd'hui, parce qu'on voit que Google désindexe énormément de d'articles qui sont, pas bons. Voilà, donc choisissez des backlinks de bonne qualité sur des sites où vous voyez que ça vit, où il y a une vraie vie, une vraie personne identifiée. Voilà. Après, hésitez pas à aller poser aussi des backlinks si c'est votre activité, à penser à vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients, toute, déjà votre zone proche, déjà, vous allez pouvoir poser des backlinks. Hem Après, vous avez les forums aussi, vous avez des outils aussi qui vous permettent, j'en ai un en tête, mais je ne sais plus comment il s'appelle, qui vous permettent d'aller voir sur des forums, positionner des liens sur des forums aussi, c'est assez intéressant. Les backlinks, il y a pas d'outil magique pour savoir comment les positionner, hein. Là, ça demande beaucoup de recherche, ça demande du temps. Voilà, mais mieux moi je ma préconisation, c'est mieux vaut aller positionner 2-3 liens sur des bons sites, et vous avez pris un peu de temps pour les trouver, plutôt qu'aller faire ça en masse, parce que ça a pas trop d'intérêt. Voilà, donc construisez bien votre stratégie de liens, c'est pareil que le SEO, faut être patient, faut être régulier, mais mieux vaut mettre 2-3 liens par mois, voilà, pendant, X années, plutôt qu'en mettre, 30 d'un coup et puis se dire: «Je reverrai pour l'année prochaine». Ouais, tout à fait, tout à fait. De toute façon, toute la partie, netlinking, c'est une des parties qui peut vous plomber le plus, hein, si elle est mal faite. Il faut faire vraiment attention, Ouais. à cette partie-là comme l'a dit Seb. Heu,
je rappelle, encore effectivement, d'éviter, tous ces paquets, de liens à 5, 10, 20 € là. Tout ça, c'est très, très mauvais. Ça peut que plomber votre site, hein. Il y a aucun résultat à attendre, si ce n'est des résultats négatifs, donc faut pas y aller. Et ensuite, l'achat de liens, oui, fait intelligemment, effectivement, sur des plateformes, que Seb a pu citer, hein, il y en a beaucoup. Ahrefs, c'est une bonne, Linkuma, on a du Paperclub, Rocket Links. En soi, il y a pas une bonne plateforme parmi les autres, hein, qu'on a pu citer. C'est juste comment vous allez l'utiliser, à quelle fréquence. La fréquence va jouer beaucoup. Sur quelle page aussi, sur quelle page vous allez envoyer ça? Est-ce que c'est une page qui a déjà un peu de notoriété? Est-ce que c'est une page qui est toute neuve? En l'occurrence, ça va faire vraiment une grosse diff, aux yeux de Google. La fréquence, super important. Est-ce que vous envoyez 10 liens, 15, 20 liens par mois? Est-ce que vous bombardez? Est-ce que vous faites du un lien par mois, tous les 2 mois? Pas pareil non plus. Et quel lien vous allez acheter? Quel type de lien? Est-ce que c'est des liens qui ont du trafic, du vrai trafic, des vraies positions dans la SERP? Est-ce que c'est des fermaliens, comme l'a dit Seb, qui servent juste à envoyer du jus à plein de sites? Voilà, il y a plein de choses. On pourra en faire tout un webinar, toute une formation même sur cette partie netlinking qui est bien complexe. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, si on doit retenir un truc sur le netlinking, c'est ne pas faire juste au doigt mouillé, sur cette partie-là, Mmh. parce que ça peut vraiment jouer des tours. Le netlinking, Je rajouterais juste quelque chose, Victor, parce que c'est ouais, vrai que, ouais, bien sûr qu'il faut que ce soit thématisé, c'est-à-dire que, choisissez des sites qui sont dans votre thématique. Voilà, si vous êtes je reprends niche pour chien, si c'est des sites sur lesquels vous allez poser ouais, vos liens, tout à fait. qui sont sur les animaux, il y a une certaine cohérence. Si c'est une machine qui produit des trucs en tôle, je il y a pas de lien. Voilà, alors vous pouvez faire des liens entre si vous êtes sur un truc de voiture et que vous pouvez faire des trucs pour bébé, vous avez un siège bébé, donc là, on va avoir un lien. Mais voilà, mais il faut que ce soit thématisé, absolument. Et deuxième chose, vous avez un petit outil qui est très bien fait, qui s'appelle Link Finder, qui vous permet de comparer le prix des plateformes. C'est hyper simple à utiliser, c'est pas très cher. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 20 balles par mois, quelque chose comme ça. Mais par contre, ça vous fait économiser rapidement 10 plusieurs dizaines d'euros des fois sur un lien, parce que vous avez des fois des grosses différences entre les plateformes. Donc là, il vous affiche en fonction de votre de l'URL que vous lui donnez, le prix sur différentes plateformes. Et des fois, vous avez des liens qui coûtent 100 € sur une plateforme et 50 sur une autre. Donc ça peut vite vous faire économiser un peu d'argent. Et ça, c'est hyper et en plus, c'est français, donc allez-y. Ouais, il est vraiment bien et je me souviens que tu me l'avais présenté la dernière fois qu'on a fait un cours collectif. Je voulais partager effectivement dans le chat, ça peut vous faire gagner, quelques euros, je pense, Oui, bien utilisés. Super, beh, écoutez, on va se laisser là-dessus et puis tout le monde va pouvoir aller, déjeuner, je crois. Merci encore en tout cas Seb pour, cette présentation, des 10 erreurs du coup que vous n'allez pas faire, comme 100 des débutants qui débutent, en SEO, hein. C'est vraiment la base de la base. Évidemment, vous recevrez le replay, hein, si jamais vous avez besoin de revenir sur certaines slides de Seb, sur lesquelles on est passé peut-être un peu vite, hein, n'hésitez pas, à reprendre le replay, la tête reposée. Vous avez, le podcast pour aller plus loin, clairement sur certains sujets, un peu techniques. N'hésitez pas, hein, Mission SEO. Et puis si vous voulez sauter le pas, et vous former, professionnellement, et ben, n'hésitez pas à sonner à notre porte et à télécharger le programme de la formation SEO et prendre un rendez-vous avec l'équipe. On sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci à toutes, merci à tous, merci encore Seb et puis, beh, je vous dis, à très bientôt pour un prochain webinar. salut, merci à tous. Ciao. Merci, bonne journée. Au revoir.